Les élections de 2023, notre consortium a contribué dans la sensibilisation de la population et les gens se sont engagés massivement pour aller voter. Même sous la pluie, les gens sont allés voter. Et même aussi dans la paix, parce qu'on a vu que les cas de violation, les cas ont sensiblement baissé par rapport aux années antérieures. En termes de recommandations, nous pensons que chaque cycle électoral dans notre pays, il y a toujours des réformes, mais qui ne sont pas réellement des réformes, des ajustements. Nous devons avoir des réformes du code électoral qui est fait de la loi portant fonctionnement et organisation de la CENI, qui est fait de la loi électorale, qui est fait des mesures d'application, qui est fait des lois sur les partis politiques. Il faudra les comprendre dans ce contexte global et chercher comment nous pouvons amorcer des réformes en profondeur. L'une des caractéristiques de loi, c'est l'impartialité, c'est des lois impersonnelles. Nous avons des lois taillées sur mesure, selon le système de gouvernance qui est en place, ce qui n'est pas bon. Même dans la Constitution, nous sommes partis de 2 tours à un seul tour des élections présidentielles, ce qui n'est pas démocratique. Donc, nous ne pouvons pas continuer éternellement à mettre le pays dans des situations de contestation, d'instabilité à cause des lois taillées sur les mesures. Donc, la recommandation est que la réforme en profondeur du code électoral congolais. Par le code électoral, je vois l'ensemble de toutes les lois qui peuvent nous aider à avoir des élections justes, démocratiques, paisibles et acceptables, aux résultats acceptables par tous. Deuxième recommandation, dans le même code, nous devons revoir la loi portant fonctionnement et organisation de la CENI. Pour la simple raison, les modalités, les critères de désignation des animateurs de la CENI sont des critères politiques qui n'ont rien à faire avec l'expertise dans la question sur les élections. Donc, nous devons revoir ce système pour rendre ces dispositifs beaucoup plus indépendants pour nous organiser des élections beaucoup plus libres. Et la troisième recommandation, c'est, d'après moi, il faudra que nous puissions étudier comment faire sauter le poids politique sur l'administration électorale, parce que ça pèse trop, même de l'intérieur, même de l'extérieur. Comment voulez-vous, dans une loi portant fonctionnement et organisation de la CENI, on peut trouver le président de la CENI, il est le président de l'organe de la plénière, qui est un organe de contrôle, il est à la fois aussi le président du bureau, qui est un organe de gestion, juge et parti. Ça, c'est une loi qui ne peut pas nous amener à un résultat. Et puis, la manière dont la composition même de la CENI est faite, elle est bizarre. Vous savez, nous y allons en ordre des gagnants et des vainqueurs. Mais ça sera un siège de conflit. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a l'opposition qui est à un certain nombre sur ces 4, la majorité est un nombre supérieur, les figurants de la société civile qui sont dedans, on les met aussi dans ces conditions-là. Nous ne pouvons pas avoir la loi qui peut nous aider, ou bien le dispositif électoral qui peut nous aider à avoir des élections crédibles. Ce qui fait que nous allons des contestations. Depuis 2006 à ce jour, il n'y a aucune élection qui n'a jamais été émaillée de violence. Donc, nous devions aussi travailler en termes de recommandations sur la promotion de la place de la femme, en respectant la Constitution qui parle de la parité. Comment nous pouvons faire pour que la femme aussi puisse entrer dans le dispositif de prise de décision par les voies des élections, au-delà des voies de nomination, qui font encore de la réticence au niveau des décideurs politiques. Voilà autant de quelques éléments, et bien sûr, il y en a plein qui peuvent nous aider à changer les dispositifs. Vous lisez les différents textes relatifs aux élections dans notre pays et vous faites le parallélisme avec la Constitution, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à y faire. Donc il faut vraiment une réforme très approfondie alors. Comme organisation de la société civile, nous puissions intensifier l'éducation civique, puisque l'éducation civique et l'éducation électorale, c'est un élément important pour éclairer la population sur le processus démocratique, mais aussi permettre à cette population de connaître pourquoi elle doit s'impliquer, s'approprier son processus électoral, mais surtout
aller élire les personnes qui demain vont décider sur la destinée de notre pays. Et donc ça, c'est une recommandation par rapport à nous-mêmes, mais par rapport aux autres acteurs de la société civile, c'est de pouvoir emboîter ces pas, de pouvoir aussi éclairer la population à travers des actions d'éducation civique et électorale. Mais si nous pouvons aussi faire des recommandations par rapport au gouvernement ou même la CENI qui est notre partenaire en matière d'éducation électorale, il faudra disponibiliser des moyens financiers conséquents pour pouvoir toucher toutes les couches de la population, mais surtout mettre à la disposition de nous, les acteurs de la société civile, les outils nécessaires pour pouvoir transmettre l'information de l'éducation électorale. D'abord aux politiciens. Je pensais que ce pays appartient aux Congolais. Ce n'est pas un pays qui appartient à une catégorie de gens bien spécifiés, mais c'est un pays pour tous. Ils doivent savoir que les électeurs ont toute liberté d'élire la personne de leur choix. Ça, c'est un. Deux, à la population, je demande une réflexion complète. Ils doivent choisir les gens qui sont capables de protéger ce pays et aussi les intérêts de tous les citoyens congolais. Aux partenaires, je vais demander de financer au moment voulu. Vous voyez, le processus électoral passé a connu un retard. Ils ont financé quelques mois avant les élections, c'est-à-dire 1 ou 2 mois avant la passation des élections. Donc, chose qui a fait que les gens qui ont reçu le financement puissent aller trop vite avec le processus et ils ont même laissé certaines tâches qui leur avaient été attribuées. On doit faire un effort de maintenir le cap d'organiser des élections. Plus question de prendre les pouvoirs par d'autres voies illégales. Donc, le maintenir la culture, les élections, pour qu'on puisse renouveler la classe politique, les dirigeants, ainsi de suite. Donc, venant, effectivement. Et surtout, crédibiliser aussi les élections, qu'elles soient réellement transparentes, crédibles, qui amènent effectivement les gens qui ont été voulus par la population. De l'autre côté, il faudra que le système soit en sorte que la voix du peuple soit prise en compte. On se rend compte que la population est à gauche et les élections vont à droite. Prendre réellement la voix du peuple et qu'il y ait des ponts pour montrer effectivement que quand on vote, on a des dirigeants, des représentants qui prennent en compte nos besoins, nos priorités, qui vont dans la mesure qu'ensemble avec nous, qu'on trouve des solutions qui améliorent notre vécu. Mais là, il y a des gaps, il y a l'écart, on ne les sent pas. Et pour ce qui n'a pas marché, donc c'est de recommander qu'à tout moment qu'il y ait la recherche du consensus. C'est vrai, on n'atteindra jamais l'unanimité, mais qu'on arrive à avoir un large consensus sur les principes directeurs des élections et de tout ce qui va nous guider. De la sorte, on va limiter. Pour cela, il faut suffisamment préparer la population, responsabiliser la population, impliquer la population pour qu'elle comprenne l'enjeu. La population est prise des fois en otage. Soit ce sont les politiciens qui veulent se servir, soit ce sont les mêmes populations qui viennent casser, brûler, incendier, qui s'entretuent. Et donc, faire en sorte que l'éducation civique ne soit pas ponctuelle, ne soit pas une éducation civique électorale qui vient à la veille-élection, à la va-vite, et que ce soit une culture qu'on installe. Comme on prépare les enfants à l'école, les humanités matérielles, qu'on prépare comme ça la population à assumer sa citoyenneté. Les citoyens qui sont civiquement bien préparés assument leurs responsabilités en connaissance des causes. Mais l'incivisme gagne du terrain puisque nous venons avec une éducation tronquée, une éducation saucissonnée, et ça doit nous faire réfléchir. Donc, maintenir une culture d'éducation civique permanente en faveur de la population. D'abord, au niveau de la CENI, comment elle peut encore une fois renforcer sa collaboration avec les structures de des organisations de la société civile que nous sommes en termes des échanges ou de rester recevable aux recommandations que nous avons toujours données pour que le processus soit inclusif et participatif pour toutes les couches qui accompagnent ces processus, mais également aux autorités d'allouer un bon moyen financier pour accompagner les processus électoraux, et également aux acteurs internationaux d'accompagner ces processus en donnant des appuis techniques et financiers pouvant aider
aux organisations de la société civile à bien faire ce travail d'accompagner les communautés ou la population par rapport à leur croissance citoyenne et pourquoi pas dans la promotion de la démocratie au niveau de notre pays. Si on a des moyens, on peut faire beaucoup. Avec le peu de moyens, nous avons fait ce qu'on pouvait faire. La recommandation qu'on puisse faire, c'est au niveau de nos partenaires techniques et financiers, mais aussi donc aux partenaires techniques. Quand j'ai dit techniques financiers, nous avons l'Union européenne, nous avons INADES Formation, ceux qui nous ont accompagnés, et nous avons nous-mêmes, c'est de disponibiliser beaucoup de moyens pour, et ces moyens, les disponibiliser à temps. Parce qu'on a vu que des choses qu'on fait à la dernière minute, à un certain moment, ne peuvent pas nous amener à un résultat efficace et efficient comme on le fait. Mais aussi à la CENU, et ce que nous pouvons par rapport à l'évaluation, c'est de pouvoir inspirer confiance, de pouvoir rassurer tout le monde donc dans son organisation. Les erreurs du passé doivent être corrigées parce qu'on a vu, ce n'est pas normal quand on dit les élections c'était le jour et ces élections-là s'étendent sur 2, 3, voire plusieurs jours. Ce n'est pas quand même crédible. Mais aussi, il ne faut pas que le matériel, on l'amène au même moment et les gens sont déjà dans la salle en train de... On a vu ce qu'on a vu, mais nous voudrions qu'on rassure tout le monde et que les élections de 2028, qu'on comprenne qu'après le processus de 2006, de 2011, de 2018, de 2023, ça fait 3. Donc ça sera une 5e organisation, qu'on soit compté parmi les pays où la démocratie se trouve en bonne santé. Il faut partir tôt. C'est maintenant que nous devons aider la population à mener le plaidoyer pour les réformes, à l'aider à savoir comment nous allons faire les élections de 2028 et qu'est-ce que nous pouvons avoir comme type d'électeurs, quel type de candidats. C'est maintenant que ça se prépare. On va attendre les dernières minutes, la corruption va entrer dans le jeu et ça va fonctionner. Et puis, toutes ces réformes que je venais d'évoquer doivent être accompagnées des contraintes et des sanctions. Si on n'arrive pas à organiser des contraintes et des sanctions, nous aurons des élections qui seront toujours contestées. Et là, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Le dernier mot, c'est que nous allons faire cet exercice pour que les résultats vont être communiqués auprès des autres, auprès des bénéficiaires, auprès des partenaires, pour voir quelle est notre contribution au niveau de ces processus.